Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Christine Lecomte, je suis la directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Ravie de vous accueillir nombreux pour cette conférence qu'on pourrait appeler une conférence de l'intersemestre, voilà, entre nos deux semestres, qui nous tenait particulièrement à cœur pour plusieurs choses. Déjà pour la personnalité de la femme que nous accueillons ce soir, mais également pour l'engagement qu'il y a derrière les combats que porte cette femme, voilà, et qui sont importants, je pense, au sein de notre école, qui est une école d'architecture fortement engagée, notamment dans les questionnements sociaux. Deux éléments qui m'ont beaucoup marqué dans le travail de notre invitée, que je n'ai pas encore nommée, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française. Le premier, alors qui est assez anecdotique, mais c'est un essai que beaucoup d'entre vous ont sans doute lu ou vu, qui est ce tract Gallimard, ce qui ne peut nous être volé, avec beaucoup de choses dans lesquelles je pense que les architectes et étudiants en architecture peuvent se retrouver, notamment sur les questions de l'horizon, de la vue, de cette capacité aussi à ce qu'une ressource matérielle puisse devenir une ressource existentielle à nos vies. Et pour moi, cette lecture-là a été un moment de réconfort, parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'architecte, on partageait énormément de choses avec la philosophie, et je vous engage, si vous ne l'avez pas lu, à le lire. La deuxième chose qui, moi, m'a fait découvrir Cynthia Fleury, et toujours un lien avec l'architecture, c'est l'exposition qui a été faite au pavillon de l'Arsenal sur soutenir ville, architecture et soins. Je pense que c'était à la sortie du Covid, si je ne me trompe pas, avec finalement quelle place la ville doit-elle accorder aux soins, et finalement le lien entre soins du climat et climat de soins. Voilà, et qui me semble assez intéressant, et qui amène aussi la question de la vulnérabilité, et aussi la question de notre place à tous dans la société, et de la bienveillance que l'on peut avoir. Cette notion de bienveillance est éminemment importante dans une école d'architecture. Elle parle aussi du respect, et le respect commence entre nous, avec le bâtiment qu'on occupe, entre les étudiants et les professeurs, entre les profs entre eux, entre les étudiants entre eux. Donc c'est aussi voilà, une forme importante qu'on essaye et qu'on essaiera, en tout cas sous ma direction, de porter. Et puis notre école a un fort lien depuis 5 ans maintenant, 2 ans, mais il y a un travail depuis 5 ans, avec le travail de Cynthia Fleury, notamment par le studio de projet Architecture et Hospitalité. Et avant de laisser la parole à Cynthia Fleury, j'avais envie que Éric Detoisy et Elisabeth Essayan vous en disent un tout petit mot. Et je les remercie, et je remercie beaucoup Cynthia Fleury pour sa présence ce soir auprès de nous tous. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Christine. Effectivement, ce petit lapsus de 5 ans, il est aussi juste, puisque ça fait 5 ans que je co-dirige avec Laetitia Auvernay et Stéphanie Dadour un programme de recherche qui s'appelle Architecture et précarité au sein du laboratoire IPROS. Et c'est autour de ce programme de recherche que j'ai pu rencontrer Éric Detoisy à l'occasion de l'exposition Soutenir, et c'était notre première, voilà, autour de cette première rencontre que nous avons décidé de mettre un peu nos efforts et nos convictions ensemble pour créer un partenariat et pouvoir alimenter ce studio de projet que je dirige depuis 5 ans également, Architecture et Hospitalité, et que depuis 2 ans on consacre aux questions du prendre soin en psychiatrie. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est de pouvoir évidemment inscrire ça
et bénéficier au fait de ce qu'a pu déjà mettre en place la chaire de philosophie à l'hôpital que dirige Cynthia Fleury, et notamment le séminaire Architecture et Care que anime Éric de Thoisy sur la péniche Ladaman, qui est un hôpital psychiatrique de jour. Quelques mots. Non, mais écoute, tu as à peu près tout dit. Donc effectivement, la chaire de philosophie à l'hôpital, donc peut-être que Cynthia en dira deux mots sur voilà, c'est une structure de recherche, d'enseignement, d'expérimentation qui se consacre à la question du soin. Et depuis 5 ans, c'est aussi un lieu dans lequel la discipline de l'architecture est étudiée. Donc l'architecture dans sa relation aux soins, dans un lieu assez exceptionnel qui est donc l'Adaman, qui est un hôpital de jour psychiatrique qui flotte sur une péniche. Et ça fait 2 ans qu'on monte et co-encadre un projet, donc un studio de projet en 4e année, donc qui est une espèce de collaboration École de Belleville et chaire de philosophie à l'hôpital. Et il y a quelques étudiants qui sont dans la salle. Et voilà, on est très très heureux, nous, de cette collaboration, parce qu'on voit que les résultats sont bons. Et on est convaincu que c'est par la collaboration des institutions qu'on va arriver quand même à faire bouger les lignes. Donc on est très content que ça recommence l'année prochaine, et on réfléchit aussi à consolider sous d'autres manières notre collaboration, la relation entre architecture, soins et d'autres disciplines qui sont bienvenues pour rejoindre la réflexion. Voilà, c'est à peu près tout. Ça sera beaucoup plus intéressant que nous, je pense. Bonjour, bonjour à tous. Vous dire que je suis extrêmement heureuse, honorée d'être parmi vous. Remercier très chaleureusement effectivement la direction de l'école d'archi de Belleville, et puis plus spécifiquement parce que maintenant notre compagnonnage est important avec Elisabeth Essayan. Et puis Éric de Thoisy, c'est plus qu'un compagnonnage, il est chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital, qui va fêter ses 10 ans en fin d'année, 6, 7, 8 ou 9 octobre 2025. Voilà, si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. On se retrouvera dans le grand amphi de la Sorbonne pour fêter ces 10 ans. Et c'est vrai que depuis 5 ans, et un peu plus même, Éric mène un travail remarquable sur l'Adaman, et qui un jour fera l'objet, j'imagine, d'un beau livre à venir. Et voilà, donc ça c'est un petit salut. On va être ensemble là pendant quoi, 40, 50 minutes peut-être, maximum, enfin je sais pas, et puis après en discussion. Je vais revenir sur les questions de la clinique de la dignité. Moi je ne suis pas architecte, donc je vais vous parler de manière assez ouverte, un peu conceptuelle parfois, mais malgré tout plutôt une façon d'instaurer entre nous un dialogue sur des objets communs, avec peut-être parfois une sémiologie différente, mais je pense qu'on s'entend, on travaille. Vous avez entendu architecture et précarité, architecture et care, architecture de l'hospitalité. Tout ça sont quand même des choses qui sont intrinsèquement mêlées. Et donc je vais revenir sur ce que j'entends par clinique de la dignité, comment j'espère elle peut inspirer un travail architectural. Revenir sur également cette charte dont on parlait, donc ce qui ne peut être volé, mais qui s'appelle dans son petit nom la charte du Verstollen. Verstollen, c'est furtif, furtivement en allemand, et j'y reviendrai au travers de quelques points. La charte du Verstollen, c'est 10 points non négociables pour habiter le monde en situation anthropocénique. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, donc c'est très latourien, mais c'est aussi, ça fait écho bien évidemment au travail d'Alain Damasio sur les furtifs, ça fait écho au travail de Patrick Bouchain, ça fait écho à Michel de Certeau, enfin à quantité de travaux, on y reviendra. Et puis comment ça s'insère, cette charte, dans différentes autres chartes. Donc je reviendrai sur les notions effectivement de climat de soins, de générativité du vulnérable,
précisément sur une notion un peu bergsonienne de présent élargi, mais justement comment l'architecture peut nous aider à habiter le monde, c'est à la fois devenir et demeurer. Donc je dirais quelque chose de ce point-là dans la charte, parce que ça vient justement travailler avec des cartographies spatiales. La question de l'enquête aussi, qui paraît tout à fait importante et qui, je pense que tout architecte est un anthropologue qui ne s'ignore pas longtemps, pour le dire comme ça. Donc il est précisément voilà, au plus près de ceux qui vont faire usage du lieu. La question aussi de l'esprit du lieu. On avait travaillé avec Eric aussi dans un format à soutenir, dans l'exposition Soutenir sur les lieux de butée, en reprenant un concept, en customisant plutôt un concept lacanien du point de butée, et de dire qu'il y a des lieux dans la vie qui font en fait ce rôle de point de butée, c'est-à-dire qui sont des lieux terriblement capacitaires, paradigmatiques, qui font levier, tout simplement. C'est la vérité d'un lieu, hein. C'est un opérateur, c'est comme un concept. Donc voilà ce qu'on a essayé de poser. Alors, sur cette clinique de la dignité, d'abord, qu'est-ce que une clinique? C'est déjà un objet spatial au départ, hein. C'est un lit, c'est au chevet, donc cliné, c'est le lit en grec. Et une clinique, c'est nécessairement deux choses, c'est un diagnostic et une thérapeutique. Donc, on est dans cette clinique de la dignité, diagnostic au plus près des plus vulnérables. Je pense qu'on a ça aussi en partage avec Elisabeth Essayan, c'est de considérer que la vulnérabilité ne peut pas être un point d'assignation à résidence, mais que c'est un levier dynamique à partir duquel on peut déployer une théorie de la conception, et précisément qui est d'abord, je dirais, un vecteur de connaissance. Donc c'est d'abord un lieu de connaissance, la vulnérabilité. C'est sans doute la connaissance la plus fine de l'être humain. Quand tout d'un coup on s'intéresse à la vulnérabilité d'un point, on a une épistémologie plus fine. En fait, on va aller traquer l'interstitiel, ce qui ne se dit pas, le marginal, l'hypersingulier, donc de la connaissance, nécessairement. Donc ça nous intéresse parce que c'est des épistémologies plus fines, hein. Donc il ne s'agit pas du tout de stigmatiser, il ne s'agit pas Non, au contraire, il s'agit de se dire, tiens, là, il y a un territoire de connaissance qui est beaucoup plus granulaire, qui est plus fin, donc, et qui va donc nous donner un diagnostic plus précis. Donc ça, c'est une clinique au sens premier du terme, c'est un travail anthropologique de terrain, vous l'appelez comme vous voulez, ce sont des enquêtes. Bon. Et puis dans un deuxième temps, on va sur de l'applicatif et on en fait un levier capacitaire, donc pas que un vecteur de connaissance, un levier capacitaire où là, on va essayer d'avoir une approche capacitaire de la vulnérabilité. Alors, pardon, et d'emblée, les mots, c'est toujours compliqué, puisque ces mots, ils sont plombés, ils sont dénaturés, hein, par des régimes de langage, notamment parfois néolibéraux. Je dis ça parce que le terme de capacitaire, il est plombé, hein, il est grandement plombé. Les capabilities, c'est le terme qu'on a dans la clinique du développement, dans l'aide au développement depuis les années 70, PNUD et compagnie, l'empowerment, le capabilities, etc. Bon. Je dirais que mon utilisation du capacitaire est consciente de ça, fait de l'entrisme basique, hein, parce que c'est aussi intéressant d'utiliser les mots de tout à chacun, mais en même temps vient sans doute être moins caricatural dans son approche capacitaire, et bien évidemment c'est pas une injonction à capacité, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est d'essayer de voir comment à partir, encore une fois, du point de vue du plus vulnérable, on peut produire de l'agency, de la capacité agente,
du sujet, du pouvoir d'agir. Voilà. C'est très, vous vous souvenez de soi-même, de toute la dialectique de soi-même comme un autre chez Ricoeur. Chez Ricoeur, très clairement, on a plusieurs étapes de cette mise en branle du sujet. Ça passe d'abord par le pouvoir dire, pouvoir raconter. On travaille beaucoup à la chaire sur les médecines narratives, sur comment dire, les enjeux de la verbalisation, etc. Bon, le récit. Bon, donc le pouvoir dire, et puis derrière on a du pouvoir faire, du pouvoir agir, etc., etc. Donc cette vulnérabilité, voilà, on essaye de voir comment elle peut activer une manière de faire. Hein. Et dans le texte, là aussi, petit jeu de mots, mais qui en même temps, comme ça, peut vous donner des idées de mon travail. Sur la question du transfert, vous savez que donc j'ai ce double défaut d'être et philosophe et psychanalyste. Et en tant que psychanalyste, donc la question du transfert, elle est clé. On a trois grandes définitions du transfert. Je le dis de façon immodeste en venant d'emblée vous proposer une troisième définition qui est la mienne, donc c'est totalement immodeste. Mais ce soir, nous sommes fatigués et immodestes. Nous tous, hein, je ne dis pas nous, moi, nous tous. Donc première grande définition du transfert, qui est une définition freudienne, hein, qui est le transfert comme... transférer son pulsionnel sur la personne de l'analyste. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voit le pattern de la répétition à l'acte, on voit le symptôme, on voit tout ça. Donc ça nous permet déjà de faire un premier type de diagnostic. Mais souvent, il est problématique ce transfert-là parce qu'il peut être dans une boucle de répétition aussi. Le deuxième transfert, il va... au contraire, dans ce que vous pouvez le trouver chez un philosophe, mais c'était pas un philosophe, mais un psychanalyste comme Roustan, vous parlez d'un transfert qui est tout simplement un principe d'augmentation, c'est-à-dire que vous donnez une légitimité à celui qui est l'analyste. Et donc il y a un phénomène comme ça d'augmentation de soi-même, de confiance. Et c'est là où le transfert, bien évidemment, n'est pas simplement quelque chose qui concerne l'analyste et l'analysant. Mais en fait, on fait tous du transfert. L'alliance thérapeutique, un médecin et son patient, il y a du transfert. Un élève et l'enseignant, il y a du transfert. Un architecte et des habitants, il y a du transfert. Donc, ça c'est une définition qui est très générique, qui est comment à un moment donné quelqu'un dans une relation intersubjective qualitative s'investit dans cette relation pour grandir et pour récupérer de la capacité agente. Et puis la troisième définition, qui est un petit jeu de mots lacanien, entre guillemets, qui est du transfert, c'est-à-dire le fait de faire, tout simplement. C'est-à-dire le fait, à un moment donné, tout simple, d'aller dans cette philosophie de l'action, de l'engagement et du bâtir. Et donc, alors là, vraiment quitter le pattern de la répétition ou même de la simple confiance pour tout d'un coup activer de façon concrète, matérielle, quelque chose. Voilà. Bon. Donc, cette clinique de la dignité, je voudrais vous dire, donc, peut-être vous rappeler une petite historiographie très rapide du concept de dignité. Et vous montrer que, en fait, ça nous intéresse dans l'architecture, cette notion de la vie digne, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et je dirais que ce qui nous intéresse dans l'architecture, c'est peut-être ce continuum à penser entre la question de la matérialisation et la question de la symbolisation. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, et on y reviendra, notamment avec la déclaration de 48. Si vous regardez la déclaration de 48, déclaration, universelle des droits de l'homme,
Vous avez un préambule qui est celui qu'on connaît sur la déclaration générique, entre guillemets, des êtres humains autour du concept de dignité. La dignité étant le principe vraiment architectural de toute la déclaration. Et puis après, la déclaration, tous les articles, c'est une déclinaison matérielle de ce principe de dignité, jusqu'à, bien évidemment, la question du logement, clé, mais d'autres questions, mais en l'occurrence, l'habitat, l'habitation, le lien à l'environnement, tout ça, ça... Alors bien sûr, la question du travail, les conditions dignes de travail, mais enfin, voilà, 48, qui nous a quand même constitué, nous, démocratie occidentale, postmoderne, etc., on a véritablement, en fait, une tentative déclarative comme ça, qui est une espèce de déploiement matérialisant de cette question symbolique qui est la dignité. Et elle n'est pas simple, hein, cette question, parce que, en tout cas, nous, on se heurte à ça aujourd'hui, c'est-à-dire quel niveau de matérialité de la vie digne pour préserver le sentiment symbolique de dignité. C'est ça la question. Enfin, en tout cas, c'est une des questions. C'est-à-dire, et vous allez tout de suite comprendre, comment aujourd'hui les services publics et voilà, un hôpital en mode dégradé, jusqu'où il bascule vers la vie dégradante. C'est précisément ça, cette question. Et ça, c'est une question qui intéresse l'architecte. C'est une question qui intéresse, voilà. Et ce point-là, il n'est pas simple, parce qu'il est culturel, il est historique, voilà, il est à la fois principiel aussi. Il y a quelque chose sans doute d'un invariant archaïque en lui, mais vous voyez très bien que dans les années 50, ce qu'on définissait comme la vie digne, c'est pas du tout ce qu'on définit aujourd'hui. Et on va se braquer de manière forte, et en même temps, en situation demain catastrophique, on va déplacer le champ de la vie digne, bien évidemment. Bon, et là, tout d'un coup, on va se réintéresser en fait à la vie digne comme relation digne dans le parcours d'adversité. Oui, c'est-à-dire, en gros, comment on garde notre dignité en maintenant une solidarité active alors qu'on est en train de traverser une matérialité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, etc., etc. Et en même temps, comment derrière, les architectes que vous êtes, vous allez produire des nouvelles normes pour justement se dégager de ces modes précaires, dégradés, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est malgré tout, voilà, on voit comment déjà ça peut commencer à tisser. Et bien évidemment, dans l'autre sens aussi, la sobriété, la matérialisation qui est trop forte et qui, à un moment donné, nous fait aussi basculer, c'est tout l'enjeu, dans un rapport d'indignité avec le milieu. Parce que des externalités négatives trop fortes sur l'environnement ou sur le fait qu'on dévitalise un territoire par le fait de mettre en place un territoire tout d'un coup qui est, comment dire, qui aspire, entre guillemets, à lui quantité de richesse, etc. Donc là aussi, hein, on voit qu'il y a le niveau minimal. En fait, il y a un niveau, c'est très aristotélicien, hein, il y a un niveau optimal à penser. Cet optimal, comme dit Aristote, c'est plutôt une éthique de la médiété, etc. C'est pas une éthique du maximum, c'est pas une éthique de la prédation sur les ressources, etc. Et là aussi, les architectes sont clés, hein, c'est des premiers grands médiateurs, si j'ose dire, de compréhension des ressources multiples, matériels qui sont là. Donc là aussi, c'est un point qui nous intéresse, cette dialectique, matérialisation, symbolisation, mode dégradé, vie dégradante, qu'est-ce que la vie bonne, qu'est-ce que la vie digne. Voilà, c'est des points que vous trouvez dans la notion de clinique de la dignité. Clinique de la dignité, c'était de dire aussi, si vous voulez, quelle est
alors, je vais revenir d'abord, sur au fait, c'est quoi la dignité, quand même, 2 secondes. Même si chacun, encore une fois, le sait, mais c'est une des choses les plus complexes, puisque c'est posé aujourd'hui comme un inaliénable. Voilà, comme un irréductible. C'est peut-être la seule chose qui me reste quand je n'ai plus rien. Et en même temps, on vient de le voir, c'est toute cette petite problématique qui est qu'à un moment donné, je peux aussi, c'est-à-dire cette intériorisation que nous avons aujourd'hui de la norme de dignité, parce que nous l'avons, hein, c'est, je dirais, une conquête de la modernité. C'est vraiment une conquête de la modernité, ça n'a rien d'évident. Cette intériorisation de la norme de dignité, oui, elle est en gros l'enfant de 2 siècles. C'est les Lumières, c'est bien sûr la Déclaration des droits de l'homme, voilà. C'est au milieu, le 19e siècle, avec la condition ouvrière et la question sociale qui a été essentielle dans la construction de cette dignité, la dignité des travailleurs, etc. L'État social, bien sûr, comme grand garant de les conditions dignes de vie. Donc vous voyez que 18e, les Lumières, la dignité au sens de l'homme libre, égal, autonome rationnellement parlant, ce qui pose problème aussi, et je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on a un biais autonomiste de la dignité qui n'est pas si simple, avec aujourd'hui quantité de personnes qui rentrent dans du cognitif déficient, de l'hyperdépendance et qui ont un sentiment d'indignité, précisément parce que nous avons un biais très rationaliste, autonomiste de la dignité. Donc, et bien évidemment, tout le monde est digne, hein, donc c'est pas. Mais nous avons intériorisé une certaine norme de la dignité et de la vie qui est digne d'être vécue, de la vie vivable, et celle-ci, c'est autonomie, capacité cognitive supérieure, etc., etc. Donc quand tout d'un coup, on entre dans la dépendance, la vieillesse, la fragilité, etc., c'est beaucoup plus complexe. Mais aussi, on le sait très bien que dans l'enfance, si vous êtes frappé par des traumatismes puissants, inceste, abus, etc., vous allez intérioriser tout sauf une norme de dignité. Donc voilà, c'est quelque chose il faut savoir préserver ça, à la fois par les relations d'attachement sécuritaire qui sont les nôtres, et puis en même temps des niveaux de préservation des besoins vitaux. C'est ce mélange des deux qui vient justement nous permettre de continuer d'intérioriser de manière forte, solide, robuste le sentiment de dignité. Je ne refais pas l'historiographie ici, mais juste vous dire qu'on peut avoir 3 grandes césures intéressantes conceptuellement parlant. La première, c'est de dire que vous avez une césure autour du concept d'égalité, parce que la conception antique de la dignité et la conception moderne de la dignité se séparent sur cette question du caractère égal des individus. Vous avez tout à fait une possibilité de dignité dans la situation antique, mais qui est totalement compatible avec une société des inégaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas audible. Hein, la Déclaration des droits de l'homme et même avant, la Déclaration de l'homme et du citoyen, et puis les Lumières, tout ça a posé que en fait il y a une matrice indivisible, il y a une indivisibilité entre liberté, égalité, dignité, on pourrait même dire fraternité. Enfin, on considère aujourd'hui que il n'y a pas d'opting out possible. Hein, c'est ce tout-là. Et d'une certaine manière que la dignité est l'autre nom de l'expérience d'une liberté qui ressent un sentiment d'égalité, etc., etc. Bon, et que tout ça se traduit en émotion de dignité, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas avec le sentiment que... voilà. Donc ça, c'est une première césure entre la modernité et l'Antiquité. Vous avez une deuxième césure qui est sans doute sur la question du vivant. Pareil,
la dignité, pendant longtemps, était l'autre nom de la personne humaine. Aujourd'hui, c'est pas, ça s'ouvre, et donc vous avez ce qu'on pourrait appeler un élargissement du cercle de l'éthique ou un élargissement du cercle de la dignité, avec le fait que les relations dignes avec le vivant, mais aussi la dignité animale, voilà, la dignité n'est pas l'autre nom uniquement de la personne humaine, et avec des débats. Avec des débats, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'à un moment donné ça nous met en système de concurrence de sujets de droit, bon, mais en même temps ça nous permet aussi d'avoir des objets intéressants aujourd'hui, le Parlement de la Loire, le Parlement du Rhône, les personnalités juridiques ou sociales attribuées à telle ou telle entité naturelle, que sais-je, bon. Donc cette question de comment je préserve, et même, je pense que les nouvelles générations sont extraordinairement conscientes du caractère relationnel et pas que substantiel de la dignité, c'est-à-dire je préserve ma dignité parce que précisément je suis garant de relations dignes avec mon milieu, que ce soit de façon interhumaine, mais aussi avec l'ensemble du vivant. On a clairement aujourd'hui un nœud là qui est quand même actuel, si j'ose dire, contemporain. Et puis on a une troisième césure qui est peut-être plus compliquée, peut-être, mais qui quand même existe, qui est et qui est déjà présente un peu dans la Déclaration des droits de l'homme, qui serait, si vous voulez, cette différence ou ce lien entre d'un côté le générique, l'appartenance à l'espèce, et puis la revendication de la personne, mais la personne comme moi-je. C'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, vous avez comme une sorte de tournant plus personnaliste, alors pas au sens de Mounier, hein, au sens basique de ma personne, de la dignité. C'est ma dignité. Hein. C'est pas je suis digne parce que j'appartiens à l'espèce humaine. Certes, je suis digne, mais c'est ma dignité. Et donc avec des conflits de dignité possibles. Et d'où c'est assez complexe parce que à la fois nos systèmes ont valorisé malgré tout cet individualisme méthodologique, si on peut le dire. Moi, je préfère justement parler de principe d'individuation. Donc, il y a ce tournant personnaliste, d'une singularité, d'une spécificité du sujet à reconnaître, et en même temps, jusqu'où il vient, comment dire, se mettre en contradiction ou pas avec le générique, c'est une des questions. Voilà, donc, vous voyez, il y a peut-être d'autres, bien évidemment, césures, mais on voit que le concept de... Et donc, résultat, le fait que, par exemple, vous avez toutes les controverses autour de la génération indignée, Stéphane Hessel, etc., le fait de prendre pour soi quelque chose alors que ça ne devrait pas l'être, etc. Donc, on voit à la fois potentiellement, comment dire, je ne sais pas comment appeler ça, mais des petites vrilles autour de cette notion, et en même temps on sait que c'est aussi en prenant en considération ces affects entre guillemets minoritaires au sens sociologique du terme qu'on vient densifier la définition universelle de la dignité. Donc c'est aussi en attrapant... bon. Donc ça c'est... Voilà. Donc la clinique de la dignité, c'est, je dirais, plusieurs choses. C'est d'abord la conscientisation du paradoxe actuel, qui est le fait que la modernité n'a jamais été autant un lieu de revendication de la vie digne et de l'obligation de la vie digne pour tous. Ça, c'est très clairement le déclaratif actuel, et qui n'est pas qu'un déclaratif de mauvaise foi, hein, qui est, je pense que nous sommes sans doute l'une des populations les plus conscientisées sur cette question de la dignité, de l'obligation de dignité, etc. Et heureusement d'ailleurs, mais bon. Et en même temps,
parce que, en tout cas depuis 20 ans, 30 ans, un phénomène nouveau, ou en tout cas réitéré, d'une fabrique systémique de situations indignes ou de mise en indignité qui continue. Et on l'a vu, démultiplication des modes dégradés, rationalisme gestionnaire à tout crin, enfin bref, quantité de choses qui font que dévalorisation des métiers, hyperdivision des métiers, réductionnisme en tâches, enfin bon bref, et qui font que petit à petit vous avez un phénomène où, quand même, si vous interrogez les individus, leur sentiment de dignité peut être atteint et leur niveau d'indignation est fort. Et encore une fois, sans mauvaise foi, parce qu'il y a toujours la possibilité de l'instrumentalisation, mais là, très clairement, vous avez des enseignants, des soignants, des magistrats, des policiers qui vous disent « je ne peux plus exercer mon métier dignement ». Voilà. Et donc, des situations de, comme dirait Christophe Dejour, de souffrance éthique. La souffrance éthique étant ce système, ce paradoxe, si vous voulez, entre le fait que vous êtes dépositaire de valeurs universelles telles que la revendication de la dignité, et que, bien évidemment, vous voyez en pratique un hiatus, et que ce hiatus, à un moment donné, vous rend malade, au sens premier du terme, soit par une souffrance psychique, éthique, soit derrière des burn-out, enfin quantité de somatisation. Donc on est, malgré tout, on est dans cela. Donc ça, si vous voulez, par exemple, des enfants, entre guillemets, qui sont confrontés au fait d'accompagner leurs aînés et de se sentir défaillants sur l'accompagnement de leurs aînés et de considérer qu'ils ne se conduisent pas dignement avec ceux qu'ils normalement chérissent, c'est aujourd'hui une expérience assez ordinaire. Ce qui est quand même délirant si on se pose un instant. C'est-à-dire, nous sommes la population, je dis la population au sens générique, terrien, voilà, pas les Français, mais nous sommes, à cet instant T de l'histoire du XXIe siècle, l'une des populations les plus conscientes de l'intériorisation de la norme de dignité, sans doute qui a activé un lien affinitaire avec les familles, etc., très fort, et qui en même temps manque ce dernier accompagnement, sachant qu'en plus, ce dernier accompagnement, il dure. Donc, donc c'est vraiment une question essentielle. Hein. Demain, là, avec la chaire de philosophie à l'hôpital, vous regarderez, si ça vous intéresse, sur le site, on a une recherche-action aujourd'hui avec Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard-en-Jalles, c'est une petite ville de 30 000 habitants, en région Aquitaine, à 40 km de Bordeaux. Et cette recherche-action travaille avec le centre communautaire de santé, les écoles, etc., et l'EHPAD, notamment l'EHPAD. Et un des enjeux, avec des techniques de médecine narrative et d'éthique narrative appliquées à cette EHPAD, et un des enjeux de cette EHPAD, c'est de constituer un chez-soi. C'est une des problématiques, et il y en a d'autres, la problématique de la liberté, de la déambulation, etc. Bon. Mais notamment un chez-soi, parce que la relation à l'habitat, la relation à l'enveloppe institutionnelle est totalement dégradée, abîmée, inexistante, violente pour certains, etc., etc. Donc l'enjeu, c'est comment justement on vient recréer, dans la mesure du possible, ce chez-soi. Donc ça, c'est cette première question de la clinique de la dignité, comment on interroge ce paradoxe et comment surtout on s'en extrait par des solutions, etc. Une deuxième question dans la clinique de la dignité, mais qui est un peu proche, hein, c'est la question de la pénibilité.
Et ça, c'est un des enseignements, je dirais, de la philosophie du care. La philosophie du care, très clairement, si vous prenez des travaux de Johan Tronto, mais plus proche de nous, des travaux comme de Hughes, qui a conceptualisé au début du XXe la notion de dirty work, ou si vous travaillez aujourd'hui avec Elsa Dorlin sur les questions de dirty care, et même parfois de dark care, c'est un peu autre, mais vous allez comprendre, parce qu'il y a bien évidemment dans le dark care, il y a quelque chose d'une fabrique systémique aussi de situations indignes. Je vous renvoie aux travaux de Ferreira, de Jean-Jean, qui travaillent justement, si vous voulez, sur la fabrique collective de la dignité pour tous, et en fait la pénibilité de cette fabrique. Parce que c'est une chose de déclarer la dignité de tous, c'est merveilleux, c'en est une autre de la fabriquer. Et là, la question du pénible surgit. C'est-à-dire, alors sans parler du fait de ce qui est résolument pénible, c'est-à-dire s'occuper des corps abîmés, des corps vulnérables, s'occuper des égouts, faire de l'entretien de telle ou telle chose, etc. Donc il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, mais de toute façon, globalement, cette question de comment demain nous pouvons porter le fardeau de la pénibilité de la fabrique de la dignité de tous de manière un peu plus équitable, c'est une question qui est déterminante. Et je pense qu'elle est importante dans l'architecture, puisque c'est la question de l'entretien, c'est la question de... Vous la connaissez, hein, mais voilà, c'est une phraséologie, entre guillemets, une formulation qui est peut-être un peu différente que je vous propose ici, et qui me paraît très très importante. Paraît très importante parce que, si vous voulez, de la même façon que nous protégerons l'État social de droit par... on le fait par du consentement à l'impôt, par bien évidemment quantité d'actes, on le fera aussi sans doute par un réinvestissement de nos corps, comme si nos corps devaient consentir à un certain type de pénibilité de la fabrique démocratique. Et comprendre que la démocratie, ce n'est pas que des régimes automatiques, procéduriaux, désincarnés, mais que ça implique nos corps. Et que nous avons un rapport extraordinairement cérébral, théorique, et c'est symbolique, et c'est merveilleux, mais la matérialisation à un moment donné... Alors, c'est pour ça que je prends des exemples très simples, hein, de l'entretien des villes, ou d'autres choses. Et on voit qu'aujourd'hui, ces petits exercices de citoyenneté, entre guillemets, par le corps, existent. Voilà, ça va être tel service universel, civique, je ne sais quoi, quand on invite les uns et les autres à nettoyer les villes ou à s'occuper ou à faire du bénévolat, etc. Mais on voit bien que c'est des petits moments, c'est des moments, mais ce n'est pas un geste plus structurel qui, à un moment donné, se dit, tiens, dans la construction de notre croissance économique, en fait, participe de cette croissance économique quelque chose qui s'appelle la fabrique de la dignité de tous. Et en fait, c'est de la richesse, ça. Mais cette pénibilité de la fabrique de la dignité, il faut bien qui, quand, comment, et d'une certaine manière, dans toutes les institutions, il faut pouvoir la penser, et dans, je pense, nos métiers, voir comment on s'inscrit dans cette possibilité de mieux porter cette pénibilité. Alors, autre question dans la clinique de la dignité,
c'était la question du récit, puis j'en reviendrai après à comment la vie digne, avec la question de la charte du Verstollen, comment elle essaime comme ça différents moments de la charte. Et cette question de la dignité qui est traitée dans la clinique de la dignité, c'est la question de la narrativité de la vie indigne. Alors, la narrativité de la vie indigne, c'est ce que j'ai pu appeler les dark narratives, quoi. Et en fait, c'était au travers de différents auteurs, mais notamment d'un auteur, plus spécifiquement, qui est James Baldwin, et qui vient lui-même définir son entreprise d'écriture comme une entreprise politique majeure. Et c'est là où la littérature est politique, c'est que précisément la littérature, l'écriture, c'est une narrativité de la vie indigne, en tout cas chez lui. Son projet littéraire est de venir narrer précisément l'indignité, Butler dirait l'invivable de nos vies, voilà, et c'est ce qui fait le lien très particulier entre la littérature, l'éthique narrative. L'éthique narrative, c'est ça, hein, et nous, ça nous intéresse dans le sens où c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure quand on est au chevet. Hein, la biographisation de la maladie, tout ça, au chevet du malade, c'est qu'on vient raconter l'expérience de l'adversité, les épreuves, etc. Et que déjà, par le fait de faire récit, on récupère du pouvoir d'agir, bien sûr. Il y a un phénomène de sublimation. Et donc, voilà, la clinique de la dignité nécessairement travaille avec un diagnostic très très fort de l'indignité. Bon, c'est la palissade, mais malgré tout, d'aller traquer, si vous voulez, ces narrativités de la vie indigne comme étant des moments clés, c'est important, et pas simplement pour écrire des livres grandioses, mais aussi pour constituer des œuvres, des architectures de main qui sont conséquentes. Alors, sur la charte du Verstollen, je ne vais pas faire du tout les 10 points, je vais juste en faire quelques-uns. Je vais passer les 2 premiers, mais pour vous montrer juste le niveau totalement élémentaire de cette charte, si j'ose dire, puisque l'article 1 est dédié à le droit pour tout à chacun, le droit c'est peut-être trop fort, mais en tout cas la nécessité pour tout à chacun d'avoir accès à une vue, à l'horizon, à la perspective, etc., etc. Et donc c'est ce qu'on pourrait aussi appeler la relation entre guillemets phorique, comment dire, P-H-O-R-I-Q-E-E, donc de foreign, qui nous porte, qui nous enveloppe en grec, euphorique, hein, et qui vient du milieu, c'est-à-dire la relation phorique au milieu, et qui fait que notre premier travail est de restituer, constituer, structurer cette relation phorique au milieu, et souvent ça passe par la préservation d'une vue, d'une perspective, etc., etc. Et donc on a justement, pour vous donner un petit exemple assez mignon, assez rigolo, à Saint-Médard-en-Jalles, on a un programme avec les classes maternelles et CM1, CM2, qui est destiné, à qu'est-ce que vous voulez préserver comme vue, comme horizon à Saint-Médard-en-Jalles. Et donc, ils partent dans la ville et dans la forêt et partout, et ils produisent un travail avec leurs enseignants autour de « Tiens, qu'est-ce qu'on veut préserver ? Comment nous voulons prendre soin de ce milieu ?» Et ensuite, comme des architectes, comme des designers, puisque c'est à la fois c'est un petit programme, ça s'appelle les petits designers urbains, ils vont produire le protocole de préservation. Le protocole de préservation, ça peut être une règle
ça peut être un banc, ça peut être une petite maison, ça peut être un objet, comme ça peut être une valeur à restaurer, etc. Donc le protocole de préservation, il est matériel et immatériel, mais en tout cas, voilà, il est fait après cette, cette investigation du lieu, avec, ils dessinent, ils prennent des photos, ils font des films, et donc ils se saisissent bien évidemment de ce lien avec leur milieu urbain et naturel, puisque la spécificité de Saint-Médard-en-Jalles, c'est d'être extrêmement, interconnecté. Enfin, c'est ça que nous travaillons sur la ville-forêt, avec des forêts qui sont extrêmement présentes sur le territoire. Donc, je passe sur cet article 1 et l'article 2 étant la préservation du silence. Le silence, les 4 grandes fonctions du silence, la fonction, thérapeutique du silence, c'est-à-dire que vous savez à quel point... Vous savez d'ailleurs une résolution onusienne, je n'ai plus la résolution, mais si vous tapez résolution ONU sur le sonore, vous verrez sortir ce point, parce que c'est les acouphènes, c'est quantités de maladies, c'est la surdité, etc. Mais c'est aussi, la santé mentale, l'anxiogène, enfin bref, voilà. Donc une fonction thérapeutique du silence qui doit être préservée comme une denrée individuelle, mais comme une denrée commune en fait, comme des espaces communs, urbains, où se préserve du silence. Alors, pas le silence au sens de silenciation, je t'impose le silence, et voilà. Mais le silence comme, au contraire, pneuma, diraient les Grecs, comme quelque chose qui me permet justement de me sentir bien, de me reposer, de faire époquer, de faire suspens. Bon, fonction citoyenne, démocratique. Il est évident que pour qu'une parole soit entendue, il faut qu'il y ait du silence aussi. Une fonction cognitive. On sait très bien aujourd'hui que nos régimes attentionnels sont massacrés de quantité de manières, par des saturations d'informations, de bruit, de machin, enfin bref. Donc cognitivement, on a besoin pour se concentrer, pour penser, pour produire quelque chose malgré tout de ce silence. Et puis le silence comme plutôt dans sa dimension plus, je dirais, sacrale, plus spirituelle, parce que c'est vrai que se recueillir, c'est aussi la possibilité comme ça d'avoir un rapport à la verticalité des espaces, et qui passe éventuellement, c'est vrai que quand on fait silence dans un horizontal, il y a un phénomène de verticalité qui peut se poser simplement par cette possibilité de silence. Donc ça, c'est les premiers points. Mais les autres points, c'est précisément ce que j'ai dit sur la générativité du vulnérable. La générativité du vulnérable, c'est 2 choses. C'est le fait de ne pas nier les vulnérabilités, nier les vulnérabilités les renforce, donc de sortir de ce déni de la vulnérabilité et d'être au contraire au plus proche du diagnostic des vulnérabilités. Ça, c'est un premier point. De comprendre, hélas, que les boucles de vulnérabilité, la vulnérabilité est génératrice de vulnérabilité, c'est tout le problème, de sortir de ces spirales et de ces boucles comme ça, de ce rétroaction de vulnérabilité, mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller sur l'autre type de générativité du vulnérable, c'est-à-dire la théorie de la conception, la théorie de l'innovation à partir du point de vue du plus vulnérable. Et ça, très clairement, on en fait tous les jours l'expérience, et nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on s'est vraiment dédié à cela. Quand on pense un protocole, on le pense avec les plus vulnérables de l'écosystème, en gageant que le vulnérable, c'est une sorte d'universel au carré, voilà, et que nécessairement, par la vulnérabilité, on attrape l'universel. Donc, ça, c'est des points. Et puis, d'autres points qui peut-être font plus écho avec la question architecturale, la notion de climat de soins.
Alors le climat de soins, c'est, je dirais, tout simplement la démultiplication de ce qu'on appelle la générativité du vulnérable, qui porte un autre nom, qui s'appelle le proof of care, la preuve de soin. Ces proof of care qui viennent des proof of concept, en fait. Proof of concept, vous savez ce que c'est, ce sont des expériences frugales pour montrer un niveau de viabilité d'une expérience, un test. Bon. Donc nous avons essayé de dire, faisons la même chose, mais des preuves de soins. Et le climat de soins, en fait, c'est la démultiplication rhizomique de ces preuves de soins. Et le but, c'est quoi? En fait, derrière le climat de soins, c'est la question du passage à l'échelle. C'est la question du déploiement. Demain, comment on fait pour que nos solutions, que nous savons très très bien être pertinentes dans tel endroit, comment on fait pour qu'elles se déploient en dehors d'une massification, d'une standardisation qui ont été les voies classiques du passage à l'échelle, puisque c'est plus possible. Donc, cette idée de climat de soins est là pour nous aider à penser le passage à l'échelle. Et donc ça, on pourra en discuter, si vous voulez, plus spécifiquement. Et je vous donne un des exemples, mais peut-être que vous le connaissez, c'est tout le travail de Patrick Bouchain, par exemple, avec la preuve par 7. La preuve par 7, c'est fondamentalement un climat de soins, puisque c'est une équation à 7 entrées pour penser, en fait, une validation par l'usage d'un système, mais dans différents endroits, dans différentes échelles, puisque la preuve par 7, ça va être de dire, tiens, on veut faire telle ou telle chose, telle ou telle construction, et on va aller dans une classe de maternelle, on va aller dans un village, on va aller dans un hôpital, on va aller au contraire dans une communauté virtuelle. Enfin bref, on va attraper différentes échelles pour démontrer qu'il y a une viabilité de ce schème, de ce modèle, mais en même temps qui ne passe pas par de la massification, de la standardisation, etc. Donc il y a quelques grands invariants communs, et à chaque fois, il y a une sollicitation comme ça de l'endogène, de l'endroit, voilà. Parce qu'il nous faut quand même penser ce passage à l'échelle, et en même temps, on doit le penser avec des conditions qui sont compatibles avec les systèmes actuels et les questions d'externalité négative. Et puis, dernier point, et je m'arrête parce que ça fait 50 minutes que je parle, enfin 48. Comment dire, vous verrez, si ça vous amuse, de lire la charte, que les derniers points de la charte, c'est effectivement ce que je vous avais dit sur le présent un peu élargi, c'est de produire une sorte de méta de l'enquête. Quand vous allez, demain sur des terrains transformés, vous allez faire ce travail d'anthropologue du terrain, cette clinique du terrain, donc vous allez aller traquer les narrativités de la vie indigne, peut-être, justement, pour produire de la connaissance, ou les narrativités de la vulnérabilité. Vous allez vous intéresser toujours au dark, au côté sombre, dark care aussi, c'est-à-dire aux relations de pouvoir qui ne disent pas leur nom dans le soin aussi, parce que c'est des complications. Et puis, donc ça, c'est le caractère des enquêtes, si j'ose dire. C'est très latourien, c'est très... il y a quantité d'outils. J'ai un jeune thésard qui s'appelle Pierre Bidon et qui fait sa thèse notamment sur toutes les grilles de schizo-analyse de Guattari pour aller refaire des enquêtes. Donc vous voyez, il y a quantité d'outils pour faire des enquêtes. Et puis il y a une sorte de méta de l'enquête. Et le niveau méta de l'enquête, c'est un petit peu l'article 10, ce qu'on a appelé demeurer, je ne sais pas qu'il y a un être humain qui est caché ou un esprit, ce qu'on a appelé demeurer et devenir. Et demeurer et devenir, c'est tout simplement un travail qu'on demande aux occupants
d'une institution ou aux futurs habitants, aux usagers, à tous ceux qui sont là, dans le, entre guillemets, on leur demande de produire une cartographie et une frise chronologique. En gros, on leur demande de s'inscrire de manière méta dans le temps et dans l'espace. Et donc de tout simplement co-designer ensemble cette frise chronologique, cette cartographie de l'espace. Alors cette cartographie de l'espace, elle renvoie aux cartographies aujourd'hui qu'on appelle aux cartographies radicales, hein, c'est-à-dire aux cartographies alternatives, qui en fait considèrent que les cartographies sont des enjeux de pouvoir, sont des enjeux de visibilité, de mise en visibilité, et que donc la manière dont on représente spatialement des êtres humains, des choses, des dynamiques, fait que va surgir des problématiques. Et notamment, vous regarderez ces cartographies dites alternatives, elles nous montrent en fait que derrière le territoire, en fait, il y a toute une dynamique, il y a des nexus, des nœuds, et que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes hyper focalisé sur le territoire, vous allez aller traquer, enquêter, mais en fait, vous êtes en lien avec ce qui se passe à je ne sais où. Et c'est ça que vous devez voir dans cette cartographie spatiale. Il est évident que, je vous donne juste un exemple, hein, mais un territoire aujourd'hui actuel, hyper mégalopolesque, etc., bien sûr qu'il est lié par rapport à, je ne sais pas moi, mais une mine de terre rare dans tel endroit, parce que, bien évidemment, il n'y a pas une personne dans cet endroit qui ne fonctionne pas avec un téléphone, des terres rares, etc., etc. Donc, en fait, l'enjeu, c'est à la fois d'activer, si vous voulez, cette connaissance territoriale, et bien sûr, à chaque fois, de montrer comment cette connaissance territoriale participe ou pas d'une entropie avec un E plus générale, et donc de mettre en branle cette grande construction comme ça internationale des territoires derrière. Et nous, c'est ce qu'on a appelé les hotspots de la vulnérabilité, et de voir comment, précisément, en fait, nous faisons territoire avec quantité de lieux, alors que c'est pas du tout... Bien sûr, on le sait théoriquement, mais en fait, c'est à nous de le faire apparaître dans les cartes, alors que les cartes viennent presque scinder cela et de manière dynamique de faire apparaître ça. Je pense que les architectes, tous ceux qui travaillent avec l'espace, doivent se saisir de ces cartographies alternatives. Donc ça, c'est un premier exercice qu'on demande. Et l'autre exercice qu'on demande, c'est tout simplement l'inscription dans le temps des histoires, de revenir sur, comment dire, une fresque temporelle, une frise comme ça chronologique, comment les individus, alors ça peut être l'histoire du territoire, ça peut être l'histoire d'une culture, etc. Ça peut être mon histoire propre avec mes propres vulnérabilités. On avait fait comme ça au moment de Capitale du Design avec Antoine Fenolio une frise participative chronologique à Lille où chacun venait à l'intérieur de la grande histoire commune depuis les années 50. On peut bien sûr aller plus en amont, mais en l'occurrence là, c'était plutôt depuis les années 50. Comment venait s'intercaler l'histoire de l'intime, l'infrapolitique, mais comment cette infrapolitique fait résonner ou pas quelque chose qui est à un niveau plus haut, etc. Et voilà. Et en fait, tout l'enjeu, c'est que malgré cette furtivité que nous comment dire, défendons, la furtivité, c'est une autre manière de faire corps avec un territoire. Et la furtivité, c'est pas de l'errance, c'est pas de l'exil, hein, c'est à la fois de la liberté, c'est-à-dire de ne pas être sous le panoptique, la surveillance généralisée, et en même temps le furtif au sens d'un peu léger, la sobriété, le fait de ne pas peser trop lourd, etc., etc. Donc vous voyez, la furtivité, c'est ces deux points-là. Et donc, pour bien devenir, oui, il faut s'ancrer. Et donc, oui, il faut avoir un rapport avec, comment dire, le patrimoine au sens premier du terme. Donc, dernier point, je vous les liste, mais vraiment, comment dire, il y a, on est vraiment dans la continuité, si vous voulez, par exemple,
d'un mouvement 1860, du mouvement Art and Craft que vous connaissez, bien sûr, qui est absolument, bien sûr, le Bauhaus jusqu'à aujourd'hui, la refonte du Bauhaus par, comment ça s'appelle, l'Union européenne. Ça m'a échappé. Voilà, bien sûr, les différentes chartes, mais celles qui sont peut-être un peu plus laissées de côté, des chartes qui se renvoient à l'autochtonie, les chartes d'Itaipava, bien sûr tous les travaux d'ICOMOS importants sur, comment dire, à chaque fois l'endogène d'un territoire, le patrimoine d'un territoire, etc. La charte d'Aalborg que vous connaissez là aussi peut-être davantage parce qu'elle parle de une des premières à parler de ces territoires résilients. Donc voilà, donc vraiment on avait vocation à s'inscrire comme ça dans jusqu'au Caire Manifesto qu'on connaît bien, de dire voilà, demain, quand vous êtes soit sur un territoire, soit dans une organisation, une institution, etc., et que vous voulez repenser une forme digne d'habitabilité, cette charte peut éventuellement vous inspirer et surtout nous mailler les uns et les autres comme des compagnons qui fabriquent, chacun d'entre nous comme ça, ces petits climats de soins, mais comme nous les fabriquons ensemble, en commun, en scientific commons, puisqu'on partage à chaque fois des éléments, on n'est pas, si vous voulez, ni concurrentiel, ni dans le repli réfractaire, ni comme des fiefs. Non, on fait des passages à l'échelle, mais qui en même temps tentent de respecter quelque chose d'un singulier de tel ou tel endroit. En tout cas, on le tente, c'est une proposition. Voilà, je vous remercie. Je me demandais si vous aviez lu Simone Veil oui, et est-ce que vous pensiez notamment de la condition ouvrière, quelque chose qui me préoccupe beaucoup comme architecte. Quand on parle de dignité, j'ai l'impression que les architectes ont tendance à se projeter beaucoup sur l'habitant ou l'habitante, en oubliant totalement les ouvriers qui sont autour d'eux, qui sont recouverts de poussière, qui meurent sur les chantiers tous les jours, et dont les architectes ne représentent jamais les ouvriers sur leur plan. J'ai l'impression qu'on se demande jamais comment les murs de béton arrivent en place et les oublie complètement. Merci. Oui, non, mais bien sûr. Donc, et c'est vrai que malgré tout, c'est un biais, entre guillemets, de la fin du XXe, d'avoir aussi un peu atomisé les individus, c'est-à-dire que la conscience de classe aussi, je veux dire, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on attrape l'individu par son singulier et pas nécessairement par différents types de liens d'attachement qui le constituent. Et la condition ouvrière, ça a été longtemps, bien évidemment, un lien d'attachement absolument déterminant. Et j'ai rappelé d'ailleurs que dans la constitution même de la notion de dignité, ça a été essentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où on a pensé cette matérialisation de la lutte des travailleurs, les conditions, l'avant Philadelphie, donc l'Organisation internationale du travail, les droits du travail, c'est là. Il n'y a pas de dignité sans cette grande question de d'abord la condition ouvrière, etc. Donc ça, oui, mais on peut ouvrir, parce que aujourd'hui, il y a d'autres comment dire, destins fragilisés. Il y a le déplacé, il y a le migrant, il y a d'autres figures de l'homme, idéal typique, et qui en plus sont absolument nécessaires, parce que ces figures idéales typiques, si vous voulez, elles sont de moins en moins marginales. On les vit d'abord de façon marginale, mais en fait, quand vous regardez les inondations, Mayotte, vous comprenez que demain, en fait, nous sommes tous des déplacés en puissance, nous sommes tous des migrants en puissance, nous sommes tous des dépendants en puissance. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est là où je disais que la vulnérabilité est un universel au carré, c'est qu'à un moment donné,
de fait, ça nous rattrape. Et donc, de s'extraire de cette figure de l'habitant pour en fait penser l'habitabilité et d'aller chercher ailleurs pour que précisément construire une habitabilité beaucoup plus robuste, plus résiliente, plus respectueux et plus au fait des défis qui nous attendent, oui, je pense que c'est déterminant. Alors merci. En fait, moi je voulais juste voir un peu deux choses avec vous. D'une part, vous avez parlé par exemple du déploiement à l'échelle, de dire qu'on ne fait pas les choses de manière standardisée. Et du coup, moi comme vous avez amené beaucoup de références, même philosophiques, assez pointues, moi je vais aller dans l'autre direction de l'architecture et sortir d'autres références peut-être plus pointues. En fait, vis-à-vis de cette notion de standardisation, au XXe siècle, on a construit ce qu'on appelle les grands ensembles. Donc, c'est des grandes opérations où on construisait des quartiers immenses de tabula rasa. Et en fait, l'objectif de ces grands ensembles, c'était notamment de loger des dizaines de milliers de personnes qui vivaient dans des taudis, qui n'avaient pas de salle de bain, qui vivaient dans l'indignité, pour le coup. Et donc, la réponse de cette époque-là, c'était un déploiement hors d'échelle, où on faisait des choses complètement gigantesques sans se dire on va aller pointer telle personne. Enfin, ça n'aurait pas marché, peut-être, allez savoir. La deuxième chose, c'était sur la question de la concertation des habitants dans les projets de logement, justement, parce que aujourd'hui, on doit rénover tous ces grands ensembles, tous ces grands bâtiments, et on doit, du coup, en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt ça la tendance, on doit concerter ses habitants et dire qu'est-ce que c'est vos problèmes, etc., etc. Et donc les maîtrises d'ouvrage dans ces cas-là sont bien sûr contraintes par des notions de budget, mais il y a aussi dans cette démarche-là même le fait qu'on cherche un peu ce qu'on veut trouver. C'est-à-dire que quand on fait du soin, de la concertation, etc., on a déjà une idée en tête de ce qu'il faut faire dire par les habitants ou de ce qu'il faut conclure de l'enquête. Et donc dans l'enquête, on va noter que ce qui nous arrange. Donc ça, c'est un peu une question qui m'intéresse. Et aussi, on est contraint par la protection des données. On ne peut pas prendre de notes pendant des entretiens. Il y a toutes sortes de sujets comme ça. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on met cet objectif en œuvre de concerter les habitants, d'avoir du soin. Vous avez parlé d'un grand mouvement, de mettre en branle une sorte de mouvement pour empowerment des habitants. Moi, je me demande comment est-ce qu'on fait pour justement amener ces maîtrises d'ouvrage à discuter ces sujets-là, à changer de positionnement. Comment est-ce que vous avez des pistes, vu que vous avez travaillé un peu sur ces sujets-là, même au réel avec cette EHPAD, vous avez parlé de Saint-Médard, etc. Merci. Oui, alors je vais vous parler de ce que nous avons fait et pas nécessairement, parce que nous ne sommes pas architectes, hein, donc même si nous avons des problématiques communes, sur les questions de concertation des habitants et sur la question des biais méthodologiques. C'est tout ce qui est, vous avez des pages entières dans les travaux de sociologie de terrain qui effectivement qui montrent tous les biais qui se cachent derrière les enquêtes et comment fait partie de la méthodologie des enquêtes d'essayer de ne pas se faire piéger par ses présupposés, ses hypothèses, sa volonté de de se donner raison. Enfin bref, il y a quantité de façons. Donc déjà, il y a des techniques pour essayer de se desserrer de ce piège, malgré tout. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on traque un peu la narrativité de l'indigne, etc., c'est des choses profondément inconfortables. L'inconfort est souvent, hélas, le signe d'une clinique du réel, un peu, quoi. Donc il ne faut pas trop craindre cela, mais malgré tout, c'est pas si simple, hein, parce que vous avez quantité d'institutions qui, en fait, défendent la concertation des habitants de façon très communicationnelle. Bon, donc ça sera toujours le cas.
Et c'est pour ça que, bon, il y a différentes techniques, entre guillemets, pour essayer d'échapper de ça. Pour s'échapper de cela, on a des... Non, nous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Des permanences, on n'a rien inventé, hein, c'est des outils. On travaille beaucoup avec l'aller vers. Hein, vous savez ce que c'est que l'aller vers, c'est bien connu en soins, en psychiatrie, parce que plus vous êtes vulnérable, plus vous contournez le soin, moins vous y allez, et donc plus vous devez déclencher des équipes mobiles qui vont vers, parce que il y a des actes de résistance très forts, de participer, même si vous voulez. Participer, c'est fondamentalement, c'est adhérer. C'est consentir, si vous voulez. Et on voit très très bien qu'on va rentrer dans un monde où le consentement, d'emblée, alors qu'il était posé comme d'emblée là, sera désormais quasiment comme d'emblée pas là. On rentre dans un monde d'irréconciliation, si vous voulez, plus que de réconciliation, parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a de la crispation, etc. Donc, parce qu'il y a des effondrements multiples qui fragilisent les personnes, et que le mécanisme de défense, c'est le repli, la résistance, le fait de ne pas être... c'est un geste de révolte aussi, hein, de dire mais je ne participe pas à ton simulacre. Hein. Donc c'est ça aussi, si vous voulez, comment vous réconcilier avec les usagers qui sont, entre guillemets, réfractaires au système. Je le dis... alors que précisément on a une problématique d'inclusivité. Tout ça on connaît, c'est des vieux loups, mais malgré tout, voilà, donc ça on essaye de... oui, à Saint-Médard, on a... c'est de l'interstitiel, c'est des lieux qui, comment dire, tout d'un coup deviennent des agoras alors qu'elles ne le sont pas. Enfin, vous voyez, il y a quantité, à chaque lieu, on essaye de trouver cette façon de créer une rencontre pour qu'on puisse, comment dire, déposer quelque chose. Et puis, oui, la protection des données, bah, on a tous le même type de problème. J'ai pas de solution là aussi. Nous, on est dans l'obligation à chaque fois de faire signer des consentements. Bon, voilà, donc je ne sais pas quelles est vos comment dire, vos obligations réglementaires, mais sinon, normalement, si vous voulez, à partir du moment où vous avez des verbatim anonymisés, etc., là aussi, il y a des techniques de protection des données avec lesquelles on peut travailler de façon qualitative, voilà, parce que sinon la sociologie n'aurait jamais existé. Donc ça me paraît pas insurmontable, voilà. Sur la question de la programmation architecturale, donc qui arrive avant l'acte d'architecture, et justement la notion de programme des EHPAD dont vous parliez tout à l'heure, comment est-ce qu'on pourrait retravailler par la philosophie et l'architecture à mieux faire comprendre que cette standardisation massive sur le territoire, près d'un rond-point, d'espaces de vie parfois qui n'en sont plus, pourrait évoluer. Moi, je pense dans une dimension aussi de sobriété foncière, c'est-à-dire de ne plus s'étaler et donc de réutiliser l'existant, et donc en réutilisant l'existant, changer le programme, notamment de ces espaces-là qui ne correspondent plus aux besoins. Et comment est-ce que la philosophie pourrait nous aider, nous, architectes, avec vos mots peut-être, à réouvrir des possibles qu'on a parfois du mal à exprimer autrement que par nos espaces ou nos plans, mais il y a une notion de convaincre, en fait, qui n'est pas totalement évidente. Bon, elle est terrible, votre question, parce que elle est, comment dire... voilà, il faut lancer, hein, on va lancer un séminaire philosophique, un séminaire de recherche sur la programmation, sur les alternatives ou les contre-propositions, les contre-programmations architecturales. C'est, encore une fois, je pense malgré tout que les exercices que nous faisons à la chaire, au travers malgré tout de séminaires de recherche, de diplômes interuniversitaires plus interdisciplinaires, etc., nous permettent déjà un peu en amont et de façon structurelle
de nous confronter, de faire autrement, etc. Après, pourquoi les travaux de Bouchain nous avaient intéressés? Parce que lui-même s'était confronté, il a différentes expériences, là aussi un peu idéal typiques pour ceux qui connaissent. Si je prends par exemple l'expérience de l'Hôtel Pasteur à Rennes, qui est une expérience assez connue de Bouchain, c'est une expérience où très clairement il y a eu quantité de, il y a eu du droit d'expérimentation du début jusqu'à la fin, et aujourd'hui une validation qui fait que on est sorti du droit d'expérimentation, on est sorti du dérogatoire pour valider de nouveaux usages, dénormaliser, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on a eu là une expérience multiple, avec par exemple le fait, si vous voulez, ça répond pas totalement à votre question, mais le fait de dire, tiens, un architecte, en l'occurrence Sophie Ricard, quasi-anthropologue là aussi à 16 heures, avant de réhabiliter, repenser l'hôtel Pasteur, y a vécu dans cet hôtel comme dans un squat pendant des mois et des mois et des mois. C'est relié aux différents acteurs. Enfin, vous voyez, donc ça a produit une permanence particulière qui était là de jour comme de nuit. La permanence la nuit, c'est autre chose. Moi, je me souviens, je vous donne juste un exemple, mais quand on avait fait un proof of care aux urgences, de l'hôpital Pompidou avec Antoine Fenolio, c'était un de nos premiers proof of care. Je me souviens, la direction administrative, heureusement qu'il y avait un chef de service des urgences patenté et prêt à assumer, disait mais enfin on va pas faire une expérimentation au service des urgences, enfin, ça n'a strictement aucun sens. Précisément si, nous on a défendu l'expérimentation dans le lieu le plus instable ou en tout cas le plus problématique possible, c'était précisément ça qu'il fallait faire, et donc on a fait le proof of care là et pas dans le bureau du directeur où rien ne se passe, donc on a défendu ça a fonctionné, ça a été essentiel. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y avait des moments de co-design, toujours avec les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, etc. Et par exemple, on était là la nuit. Et la nuit, ils étaient sciés. Ils disaient, ah bon, mais vous êtes là la nuit? Les équipes de nuit disaient, ah ben vous êtes là. C'est génial. Mais alors donc on peut... Mais c'est des choses très bêtes ce que je vous dis, mais tout d'un coup, c'est-à-dire qu'on sortait du côté jour ouvré, heure, machin. Voilà, c'était pas grand-chose, parce que ça a duré je ne sais plus combien de jours, où on était là jour, nuit, tout le temps, pour attraper quelque chose. Pour attraper quelque chose de l'éthos, qui n'est pas catégorisable à tel ou tel endroit, etc. Bon, vous m'avez vu broder, voilà, on va lancer une réflexion, Eric, c'est toi dorénavant, ça s'appelle transférer à autrui, investir autrui d'une délégation importante. Nous allons travailler autrement sur la programmation architecturale. Je suis plus du tout étudiante et pas du tout architecte, mais bon, quand même dans le milieu, et c'est une question qui me taraude un peu. Là, on est collectivement, et ça a, je pense, remobilisé certains d'entre nous, en tout cas moi, et je venais vous écouter pour ça. Je me dis que là, c'est un grand silence, justement, qui nous entoure sur cette question de... Enfin, vous écoutez au plus près la phrase, par exemple, de « je ne peux plus travailler dignement » ou « je ne peux pas aider dignement ». Mais pourquoi on n'est pas dans la rue, du tout plus, face à quelque chose justement qui est tonitruant, qui nous assomme, qui est l'information, mais que sont aussi des chiffres comme 300 000 personnes à la rue, plus de 400 familles à Paris dans la rue avec des enfants qui vont à l'école tous les jours. Et voilà, c'est entre le silence et l'effondrement. Enfin, je suis très surprise de ça, et moi la première, mais qui est plus de mobilisation, en tout cas ces derniers temps, quoi. Comment on fait? Ça, c'est si vous voulez, c'est une des questions les plus compliquées. Vous aviez le rapport, je vais le dire, c'est toute la question à la fois de
de l'invisibilité, parce qu'il y a pour certaines personnes des invisibilités, hélas, qui se mettent en place, mais c'est le rapport très complexe de l'être humain à la mise en indignité d'un autre, la possibilité d'être touché ou pas par cela, la possibilité de se sentir les moyens de pouvoir faire face à cet effondrement-là. Vous voyez, c'est des questions devant l'immensité de la tâche. Vous pouvez effectivement avoir un sentiment d'impuissance, etc. Et c'est pour ça que dans le climat de soins, pourquoi on s'est intéressé aussi à des petites échelles? Parce qu'elles étaient protectrices aussi de la santé des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui tout d'un coup disaient je vais quand même faire quelque chose, c'est pas grand-chose, c'est un petit terrain, mais tant pis, je fais ce terrain-là parce que justement l'immense vague de telle ou telle personne en détresse, etc., je n'y arrive pas, je sais pas. Ça ne veut pas dire encore une fois que par des engagements collectifs autres, justement, on lutte et pour mettre en place quelque chose de plus, encore une fois, contraignant collectivement, structurellement, institutionnellement. Mais le climat de soins, c'est aussi cette tentative à l'instant T, de ne pas être dans des régimes d'impuissance. Et donc, voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cette réimplication, si vous voulez, des corps, la solidarité démocratique, les principes de solidarité démocratique sont des principes de solidarité organique, comme l'a défini Durkheim. Et la solidarité organique, si vous voulez, elle est essentiellement basée sur de la division des tâches, de l'automatisation et de l'hyperspécialisation. Il s'avère que ces trois solutions technico-théoriques qu'a choisi la modernité, elles sont très intéressantes, elles font des grands systèmes d'échelle, etc., mais elles produisent aussi de la déshumanisation. Et donc, aujourd'hui, sans doute qu'il nous faut aussi, quand je disais qu'il faut un consentement des corps, ça nous permettrait aussi de revivre un certain type d'expérience commune pour nous permettre de mieux intérioriser ce qui se passe. Vous faites, sincèrement, demain, vous faites 10 maraudes par an de manière obligatoire, vous allez vite comprendre de manière intégrative par le corps ce qui se passe. Vous voyez ? Donc c'est comment demain... C'est ce que je disais dans les régimes de pénibilité, c'est-à-dire la fabrique de la dignité pour tous, à un moment donné, voilà, il faut aller au plus près de cela. Et c'est à nous de penser pour nous échapper de ces problématiques de solidarité organique. La solidarité organique, c'est l'impôt, si vous voulez. Je paye des impôts, je ne vais pas en plus gérer la misère du monde. Vous voyez, c'est ce que racontait Durkheim sur le fait que vous avez un effacement mécanique de la morale, de l'éthique, pas de l'empathie, mais à partir du moment où vous produisez une solidarité organique très efficace, mais qui aussi vous enlève ce niveau de proximité. Donc, il y a sans doute un endroit où il faut rétropédaler et voir comment nous tous, nous réinvestissons par l'expérientiel, par l'expérience entre guillemets, de certaines adversités pour demain mieux construire des systèmes résilients et mieux protéger les plus vulnérables. Et quoi de mieux qu'une école pour penser ça ?